And I was so sick. I went to the hospital and I told them. And all the tests that they did on me, everything come back negative. So I wasn't the problem, but they had injected the problem into me. So the Care Fund was super helpful for me in that I could try different treatments. I could pay for certain medications or just the copay at doctor's visits. So it took a lot of stress off my healing process. The reason that I was able to come here today is because of REACT. The organization helps the emotional side of it, the connection side of it, the research side of it, policy. Those are the things that are going to give us purpose. That aspect of it helps more people than what REACT will ever know. React 19's Care Fund is helping people like me get the medical care when insurance won't cover it. Your donation can help someone else on their healing I remember telling my husband that something wasn't right. I went from triathlete to wheelchair. Many of us are very unwell. There is no research for you. Overnight, my symptoms popped up. No care for you. She couldn't feel from the waist down. They're going to doctors that are saying there's nothing we can do to help you. We are injured people helping the injured. We Form React created this, unfortunately, because we're serving a need that's completely unmet. Without treatment, people just, they're not getting better. They need medical treatment, but to get medical treatment, it takes money. And for the people that are suffering with these adverse events, they can't work. They don't have money coming in. They cannot afford these treatments. So the Care Fund is basically a fund that we set up through React that provides grants up to $10,000 at this point for uncovered medical expenses. My daughter would still be in a wheelchair because I wouldn't have been able to pay for what I needed to pay for to get her the care that she needed. Paying for extensive labs, MRIs, lumbar punctures, and nerve conduction studies that I would need. It's just the vehicle for us to try to start financially supporting these people that are the most desperate financially. Without the Care Fund, some of these people will not be able to get their diagnosis or be able to be independent again. You know, that's why it's there. Unfortunately, we should have governmental agencies that should be doing this, but because they're not doing it and they're abandoning these people, we will. The shining ray of hope in that darkness was React 19. Their gift to me through the Care Fund left a sincere debt of gratitude. I've been able to heal, and I want to be able to share that hope with others. You are going to get better, and you've made all these friends along the way. And thank you for dedicating either financially or your time. It makes a big difference. And we need you. We need your involvement. We need your voice. We need your support.
Sospecharon que podía ser un efecto secundario de la vacunación por el nexo temporal y así lo notificaron a farmacovigilancia, aunque no es lo normal entre las personas de la asociación, cuyos casos no han sido notificados mayoritariamente. Mi nombre es Sara, tengo 37 años, empecé con esto con 32 y me pusieron AstraZeneca porque trabajaba como persona esencial en el hospital y ahí empezó todo el infierno. Después de la inoculación empecé a tener muchísimos dolores, no llegaba andando a trabajar, tuve dolores eléctricos por todo el cuerpo, me diagnosticaron con ansiedad durante 2 años y me acabé yendo a un neurólogo privado, quien me hizo una resonancia cerebral y me vio las lesiones desmielinizantes. A partir de ahí empecé el peregrinaje médico, donde ya tengo un diagnóstico desde hace 3 meses, octubre de 2025, que tengo esclerosis múltiple secundaria progresiva. Hola, me llamo Javier, tengo 51 años y empecé a enfermar a raíz de la primera vacuna de Pfizer. Empecé con temblores, pérdida de equilibrio, problemas de coordinación y insomnio grave. A los pocos meses vino lo más fuerte porque empecé a perder la sensibilidad en mi cuerpo. Fue progresivo y me quedé con un 15% de sensibilidad y a raíz de esto luego empecé con temblores, vibraciones y desde hace 2 años aquí tengo que ir con un andador. Y según los médicos me dicen que tengo problemas de procesamiento de las señales que manda el cerebro al cuerpo. El único diagnóstico claro que tengo es el de apnea grave del sueño y aparte de eso no tengo otro diagnóstico. Y lo dicho, tengo graves problemas de movilidad para moverme y un montón de problemas en la vista también. Vale. Hola, soy Miguel Ángel y tengo 68 años. Después de vacunarme de Moderna, tuve que ir a urgencias porque apenas podía andar. Me diagnosticaron vasculitis y neuropatía periférica. La vasculitis es una enfermedad autoinmune que provoca un estrechamiento de las venas, lo que a su vez me afectó a los nervios. La especialista ha reconocido que la vasculitis pudo ser una reacción de los anticuerpos ante la vacuna Moderna. Durante estos 4 años he tenido que ir muchas veces a urgencias y he tenido periodos de agotamiento acusado. En fin, mi calidad de vida ha empeorado bastante. Un fastidio, la verdad. Gracias. Buenos días, me llamo Araceli, tengo 62 años y vivo en Zaragoza. Soy profesora y el 21 de junio de 2021 recibí mi segunda dosis de la vacuna con AstraZeneca. Al día siguiente apenas podía mover los brazos y las piernas. He visitado durante este tiempo más de 30 especialistas, pero sigo todavía sin diagnóstico. A día de hoy salgo a la calle en silla de ruedas. Y ahora voy a pasar a leeros un documento que hemos firmado los miembros de nuestra asociación. Han pasado casi 6 años desde la pandemia. Algunas personas, la gran mayoría, habréis podido seguir con vuestras vidas como si nada hubiera pasado, pero otras, como es nuestro caso, no podemos hacerlo porque enfermamos gravemente tras la vacunación del COVID. Desgraciadamente, nuestras enfermedades se han cronificado, mostrando graves secuelas que impiden a muchos de nuestros miembros poder trabajar o hacen que necesitemos ayuda de otras personas en nuestro día a día. Mayoritariamente presentamos problemas neurológicos, musculoesqueléticos, cardíacos, visuales o ginecológicos, entre otros, aunque un gran número de personas seguimos a día de hoy sin diagnóstico y por tanto sin tratamiento, después de casi 5 años. Ante la falta de ayuda institucional, hace 2 años creamos la asociación ADAVACO, Asociación de Damnificados por las Vacunas COVID, para apoyarnos ante esta difícil situación y para reclamar una mayor y mejor atención médica. Este es nuestro gran caballo de batalla. Necesitamos que nos escuchen y que se reconozca que las vacunas del COVID fueron las causantes de nuestras patologías. Esta será la única manera de que la ciencia avance, ya que investigando sobre lo que pasó, podremos evitar que otras personas se encuentren en nuestra misma situación.
Solo la investigación puede salvarnos. Creemos que no nos merecemos menos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hi to Muriel, associates and friends, family over in France. Our apologies we couldn't make it to the conference today, just due to some illnesses within Bibs NI and other commitments. We couldn't make it at the minute, so our sincere apologies on behalf of that, but we do hope that you have a fantastic conference. So we would just like to give you a little bit of an update as to what's been happening in Northern Ireland since we were last there last January. Yeah, last January. So since then, we have been to see the Health Minister yet again, which is our second visit. We brought 25 people who were vaccine injured to the Department of Health to meet the Health Minister, along with 5 other Department of Health ministers and workers as well. Interestingly, 3 of them had the title vaccine within their work role, which we found very interesting. However, we had an hour with the Health Minister and Department of Health. As usual, it wasn't really forthcoming. We didn't get what we had hoped for. The Health Minister did listen to some very powerful testimony from those who have been injured. And we had hoped that he had been moved by that, along with the Department of Health, that they would act and help ensure that there was pathways to care given, but unfortunately that wasn't the case. We actually found the Health Minister and Department of Health very cold towards those who have been injured and bereaved, which is very disappointing. But that doesn't stop us. We continue on our battle with our government and our health department. We have also been in touch with our Justice Minister, because we believe she has a role in stepping in where we believe there's been failures by our Health Department Health Minister. We also have questions for our Justice Minister and Health Minister as to why they could find funds to be able to provide help for those who have long COVID injuries, but yet no, they couldn't provide any money for those who have got vaccine injuries. So we are coming up against a brick wall on that one, which we expected, but we will continue to push our government and we won't stop until we get some answers and help for those who need it most. What we do find interesting at the minute in Ireland and the UK is that we find that doctors, health workers are actually 90% are refusing to take the COVID vaccine, which has been all over the news and the media in recent weeks. And that includes also, interestingly, the flu vaccine, which are also refusing to take as well. So they're coming down hard with propaganda in the media at the minute to push people to get these vaccines because of the lack of uptake. And we have to ask the question, why do these people refuse to take these vaccines? Are they seeing the aftermath of what these vaccines can actually do? So we find that very interesting. We've also been growing the committee over the past number of weeks and months. We now have brought on more people who have been involved with, who have been unfortunately injured by the vaccines. So a lot of work still ongoing, plenty to do for next year. And I hope you have a fantastic day. And we hope to see you next year. And I will pass over to Sharon on an update on the support side. Thank you, Darren. Just to say, Muriel, thanks so much for reaching out to us and giving us the opportunity just to share it with you in a video. We now in Northern Ireland have 11 recognised support groups across the province. That has grown. We are thankful for that. Most of the activity is on WhatsApp group chats. Some groups are meeting in person in local community centres, and that has been really encouraging. Also, this summer, we received a really kind donation from across in England of money, which we have invested in 2 oxygen concentrators, which are being freely shared among the vaccine injured
for a wee bit of support and help to try and boost all kinds of health issues, really, by providing that little bit of extra oxygen through nasal specs. So we are ongoing with that. It's early days. We would hope that over time people will find that to be beneficial. Just to say again, we wish we could be with you. We're sorry we can't, and we will be thinking of you in January and wish the international conference a huge success in 2026. Thanks again. Have a great time, folks. Bye. Bye. Vous allez voir après une vidéo de l'association italienne qui s'appelle Persone in Cammino. Et les représentants ne pouvaient pas être là. C'est donc Franziska Elstner qui va dire quelques mots sur cette association. Merci Muriel. Voilà, Andrea Sillo, le président de l'association Persone in Cammino, malheureusement. Il a eu des problèmes de santé très graves. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, je vais juste dire 2 mots à leur nom. Pour votre information, l'association Persone in Cammino a commencé à élaborer une base de données des lots de vaccins afin que les personnes vaccinées avec le même lot puissent échanger entre elles ou vérifier s'il y a d'autres victimes ou décès dans leur propre lot. Ils ont créé un réseau avec un responsable pour chaque région et des chats dans lesquels les personnes peuvent échanger directement. Et en effet, en plus d'indiquer le lot, ils généralement laisser une brève histoire de leur pathologie. Donc, c'est très similaire à ce que Dominique Bodino avec viac19.fr, ils ont fait. En fait, Dominique, il a publié ça sur le site. En Italie, ce n'est pas publié, mais ils sont en train de faire la même chose et ils sont en train aussi de découvrir des choses assez étonnantes et malheureusement effrayantes à propos des lots de vaccins. Voilà, je veux juste faire une toute petite mise à jour qui est à peu près la même chose qui arrive aussi en France. C'est-à-dire qu'il y a eu nombreuses demandes d'indemnisation qui ont été déposées, mais elles ont été rejetées, malheureusement, comme ça arrive des derniers temps. Et donc, les victimes des vaccins, ils ont formé des recours. Et en Italie, l'État doit disposer dans 120 jours plus une année. Il a 7 ans pour répondre à ces recours. Et c'est un délai qui est obligatoire par loi. Mais le délai n'a pas été respecté. Donc, afin de comprendre pourquoi le ministère de la Santé n'a pas respecté l'échéance légale, une équipe de télévision s'est rendue directement au ministère pour l'interviewer. Mais malheureusement, le reportage n'a jamais été diffusé. Donc, la diffusion a été annoncée plusieurs fois, mais systématiquement, ça a échoué à la dernière minute. Donc, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que le ministre a répondu. Et donc, voilà, les victimes sont toujours là en attente de la justice. Puis, c'est clair, d'autres personnes très peu nombreuses, parce que la procédure, elle est extrêmement coûteuse, ont engagé directement des actions en réparation de préjudice. Et voilà, on va voir si elles auront davantage du succès. Après, on va vous faire une petite mise à jour sur d'autres choses qui concernent l'aspect judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une class action qui sont en train de commencer en Italie, mais on aura un de nos avocats qui va raconter un peu plus. Voilà, merci. Mi chiamo Andrea Sillo e sono il presidente dell'associazione Persone in Cammino. Mi chiamo Paola Dalle Rive e sono la segretaria dell'associazione.
insieme abbiamo fondato questa associazione per aiutare in modo concreto i danneggiati dai cosiddetti vaccini Covid-19. Ero un ragazzo sanissimo, amavo il mio lavoro da saldatore, amavo la mia passione che era il calcio, amavo la vita. Poi è arrivata la pandemia, è arrivato l'obbligo del Green Pass e ho dovuto andarmi a vaccinare e dopo la prima dose di vaccino ho iniziato ad avere degli effetti importanti di salute. Danni immunologici, danni cardiologici, danni neurologici e adesso mi ritrovo invalido al 100% e la mia compagna mi deve seguire giornalmente per le mie faccende quotidiane. Sono una sanitaria non vaccinata. Nel periodo 2020-2021 ho compreso qualcosa che non andava nel comparto a livello sanitario. Avendo anche la persona che ha avuto dei danni da vicino come il mio compagno, ho voluto indagare, ho voluto aiutarlo e capire cos'erano questi danni. Essendo un disabile, non sapevo più cosa potevo fare per questa vita. Dopo tanti pianti ho iniziato a gridare e andare nelle piazze e raccontare quello che accade a una persona che viene abbandonata da chi dovrebbe invece curarti e seguirti. Ho scoperto che possiamo, e dico in plurale perché siamo in tanti danneggiati, raccontare perché questo non accada più e l'associazione è anche questo. E infatti l'associazione vuole aiutare tutti i danneggiati d'Italia. Offre uno sportello medici per capire i danni veramente, aiuto psicologico, aiuti burocratici tramite CAF, aiuti legali e anche a capire l'indennizzo della legge 210 del 92, dà la possibilità di aiutare alla segnalazione AIFA e raccogliamo le informazioni sul singolo lotto vaccinale. Non vergognatevi se avete avuto effetti avversi, non c'è nulla da vergognarsi. Noi siamo qua per aiutare tutti. Visitate il nostro sito, troverete tutte le informazioni e iscrivetevi come danneggiati, familiari o sostenitori. Non abbandoniamo i nostri fratelli e le nostre sorelle che ora sono in difficoltà. Siamo tutti persone in cammino alla ricerca di verità e giustizia. Vous allez à présent entendre les témoignages de victimes françaises. Donc, il y a 2 vidéos, les personnes ne pouvaient pas se déplacer en raison voilà, de problèmes de santé. Et vous aurez des témoignages aussi en présentiel. Juste le temps que les personnes puissent monter sur scène. Merci. Bonjour, je m'appelle Julien Le Tourneau,
J'ai 45 ans, j'habite à Aubigny-sur-Ner et je suis artisan. Je voudrais apporter mon témoignage par rapport au vaccin, le fameux vaccin Pfizer. Quand on a eu le droit de se faire vacciner, comme beaucoup de monde malheureusement, j'ai fait la première dose sur laquelle je n'ai pas eu de séquelles. Et la deuxième dose, par contre, celle-là, j'ai eu beaucoup de problèmes. Problèmes d'essoufflement, je me sentais pas forcément bien, difficultés respiratoires. Donc j'ai gagné un petit séjour à l'hôpital de Bourges, où j'ai appris que j'étais à 70% de saturation, hospitalisé dans 9 jours, sans savoir si j'allais m'en sortir ou pas. Je vis maintenant avec de l'oxygène, normalement 16 heures par jour, apnée du sommeil, je vis avec une machine, dans une chambre à côté de la chambre parentale. Donc ma femme est très contente, puisque au moins elle ne m'entend pas. J'ai eu l'apparition de petits boutons blancs derrière chaque mollet. Au départ, médecin, hein, pensant que c'est une piqûre d'araignée. Petit bouton blanc, soi-disant soigné, mais qui a grossi, et même très élargi, puisque ça a fini avec l'angiologue à Bourges, qui m'a mis une crème anesthésiante et qui a râpé simplement tout le contour du bas des jambes. Après, avec une crème, en me disant que ça allait passer, ça s'est écoulé un petit peu. Prise de poids assez importante quand même, presque 20 kilos le premier mois. Jambes gonflées, les difficultés à marcher. Et après, ça a recommencé, mais ce coup-ci, ça a été devant, au niveau des tibias. Donc pareil, d'une jambe, après sur l'autre. Ça a grossi. J'ai vu un chirurgien à Bourges. J'ai vu un deuxième chirurgien qui m'a dit apparemment ce serait à cause de la prise de poids importante. Pourtant, je ne fais rien de spécial, je ne grignote pas à côté. Donc, tout va mal, que des problèmes. La prise de poids, les symptômes, comment dire, surtout l'essoufflement qui est très dur. Et quand j'ai demandé au médecin savoir si ça ne pouvait pas venir, quand même, du vaccin, c'est pas normal. Moi qui étais quand même assez costaud, sans essoufflement, une bonne force musculaire, et je me retrouve totalement démuni de tout ça. Beaucoup de choses que moi je ne peux pas expliquer et que le médecin lui-même ne peut pas. Donc, très déçu de ce pseudo-vaccin. Je crois que j'ai fait la plus grosse erreur de tous les temps. Voilà. Et des séquelles certainement irréversibles. Voilà. Donc, problème au cœur à surveiller, les poumons, ce manque d'oxygène. Je vis avec de la ventoline et je passe mes nuits avec de l'oxygène, avec des bouteilles et un contrôle régulier chez le cardiologue. Donc voilà, je regrette beaucoup. Alors, juste une parole pour vous dire que Stéphane était prévu comme témoin, mais comme il est souffrant, il a préféré vous enregistrer cette vidéo, ne sachant pas s'il pouvait venir aujourd'hui, et il a déclaré forfait hier soir. Voilà. J'ai rencontré Sylvie début juillet 2021, coup de foudre immédiat. J'avais prévu déjà 2 semaines de vacances début août. Je lui propose de partir ensemble pour apprendre à nous connaître. Le coup de foudre a été confirmé. Juste avant ce départ, le 29 juillet 2021, Sylvie reçoit une injection du Pfizer. Pendant les vacances, donc Sylvie était infirmière et elle devait absolument se faire injecter pour continuer à travailler, même si elle n'était pas très partante au départ. Pendant ces vacances, les premiers symptômes apparaissent. Fausse route, voix qui change, trouble de la déglutition. Rien de tout cela n'existait avant. Au retour, une paralysie faciale au travail l'emmène aux urgences. Ses collègues, infirmières aussi, craignant un AVC. Mais ce n'était pas le cas. Mais un neurologue qui l'a reçu aux urgences a fait immédiatement le lien avec l'injection et l'a écrit sur le rapport. Ensuite commence un long parcours médical, examen spécialiste, errance de diagnostic. Plus d'1 an plus tard, en octobre 2022, le diagnostic tombe, la maladie de Charcot. Entre-temps, nous vivions ensemble.
Nous étions très amoureux. Nous avons acheté une maison et nous nous sommes installés en février 2022 sans connaître la maladie à ce moment-là. Quand le diagnostic est brutalement posé en octobre 2022, Sylvie comprend immédiatement ce qui l'attend. Elle était infirmière. Moi pas. Le déni, probablement. Très vite, elle me demande de l'aider à mettre en place en Belgique une euthanasie légale. Elle fixe des limites très claires par écrit. Pas de trachéotomie et pas de perte totale de communication. J'ai eu du mal à l'accepter, mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas un désir de mourir, mais de rester maîtresse juste à la fin et de ne pas subir jusqu'au bout. Elle m'a fait promettre de ne pas l'en empêcher et a expliqué à ses filles. Sa plus grande peur était de mourir à l'hôpital, dans la souffrance. Je lui promets alors de l'accompagner jusqu'au bout et nous décidons de nous marier. Nous sommes mariés le 17 décembre 2022, juste avant qu'elle ne perde la capacité de dire oui clairement et de tenir debout. C'était sa volonté. Pendant les 2 années suivantes, elle a tout fait pour essayer de ralentir la maladie, en dehors du circuit médical classique, parce qu'on n'y a trouvé absolument rien. Et elle a tout essayé, consultation, médecins, soignants, essais thérapeutiques, des dizaines de déplacements en France et à l'étranger, jusqu'en Slovaquie. J'ai même été formé pour certains soins à domicile pour un essai thérapeutique. Nous avons aussi vécu, bien sûr. On a voyagé, Corse, Sardaigne, Malte, Périgord. Elle adorait ça, tant que c'était possible. J'ai continué à travailler. Je tiens un magasin. Je lui avais parlé de proposer d'arrêter, mais elle a refusé. Mais la maladie avançait. La charge devenait écrasante. Je m'occupais d'elle seule, en plus de mon travail, et elle supportait de moins en moins sa déchéance physique, mais sans se plaindre. À partir de fin 2023, une auxiliaire était là quand j'étais au magasin, et je m'occupais d'elle le reste du temps et la nuit. À partir de septembre 2024, nous avons enfin eu une auxiliaire de vie pour la nuit, mais trop tard. J'étais épuisé, physiquement, psychiquement, et la colère de Sylvie se cristallise sur moi. Elle ne supporte plus que je ne sois pas le surhomme qu'elle attendait. Moi, je n'avais plus de force. La communication se rompt. La situation devient ingérable. Avec l'aide de notre médecin et d'un psychologue, il est clair que je ne tiens plus. Début janvier 2025, je suis hospitalisé pour burn-out. Les auxiliaires et ses filles prennent le relais. Après quelques jours, nous reprenons doucement le contact. Je comprends que je l'aime toujours profondément. Je veux revenir auprès d'elle autrement, avec des aides. Nous parlons, nous comprenons, nous retrouvons. Mais la maladie a progressé, la communication est difficile, la respiration est atteinte. Mi-février, alors que j'étais encore hospitalisé, elle m'écrit plutôt, tu peux revenir parce que je dois partir. Son dossier d'euthanasie instruit pendant 18 mois en Belgique est validé depuis janvier 2024. Plusieurs dates sont proposées, elle choisit le 12 mars. À partir du moment où la date est fixée, elle s'apaise. Les dernières semaines sont calmes. Nous nous retrouvons dans l'amour. La maladie n'a pas détruit le lien. Nous nous excusons mutuellement. Nous partageons des moments simples. Nous rions. Jusqu'au dernier soir. Dans les derniers jours, elle m'écrit « Vas-y doucement, ménage ta monture. » J'ai eu tort. J'étais idéalisé. Mais j'ai trop compté sur toi. Sylvie est partie, apaisée, entourée et libre de sa décision jusqu'à la dernière seconde. Je témoigne aujourd'hui pour ce qu'elle a vécu et perdu, pour l'amour, la liberté et la vie qui s'éteigne trop tôt, pour les moments volés à ceux qu'on aime. Et aussi, en tant qu'aidant, parce que les aidants ne sont pas toujours les héros qu'on voit sur certains réseaux sociaux. Et c'est très difficile, on n'est pas beaucoup aidé. Voilà. Est-ce que Christelle est dans la salle? Sinon, on va commencer par l'un d'entre vous. Si vous voulez.
Vous venez, Aurore? Non, 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 non. Pardon. Vous voudrez le son? Comment faut-il que je fasse? Ah, ça y est. Non, c'est pas ça. Ah si. Oh là là. Je suis pas technicienne. Hein. J'y arrive pas. J'ai tourné le truc, mais... Il y a un petit bouton rouge. Il faut le presser longuement. Ah. Là, 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 là. Appuie long. Voilà. Le mystère de la technique. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Aurore, je vis dans les Vosges, j'ai 40 ans. Je vis en couple avec un enfant de 5 ans. Je suis adhérente aux associations à victimes et on a eu notre dose. Je souhaite déjà remercier l'association À Tout Cœur pour nous donner la parole et de nous permettre de témoigner aujourd'hui, nous qui sommes ici, car on sait qu'il y a beaucoup de victimes qui sont cloîtrées chez elles et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc j'ai une forte pensée pour elles. Et une pensée spéciale pour Mélanie. Travaillant dans le médico-social, j'ai été soumise à l'obligation vaccinale pour pouvoir continuer à exercer mon métier. J'avais de gros doutes quant à la rapidité de la création de cette injection, puis j'allaitais mon fils d'1 an et cela me posait question. J'y reviendrai plus tard. Je suis donc allée au centre de vaccination, que je qualifierais maintenant plutôt de centre d'empoisonnement, où aucune vigilance et aucun consentement éclairé n'ont véritablement été appliqués avant d'effectuer l'acte d'injecter. Suite aux 2 injections Pfizer, en juillet et en août 2021, j'ai subi des symptômes et douleurs intenses. Je n'avais jamais connu cela. Je me suis demandé si je passerais les premières nuits. J'ai senti des douleurs atroces au point d'injection, des sensations de brûlure de tout le corps, des vertiges, des palpitations, des essoufflements, des démangeaisons, des troubles digestifs et bien d'autres, et dont malheureusement, beaucoup sont encore présents aujourd'hui. Étant sportive, les semaines suivantes, j'ai senti mes capacités diminuer, l'épuisement s'intensifier, l'essoufflement et les douleurs musculaires m'assaillir, le brouillard cérébral et mon immunité complètement affaiblie. Mon passe sanitaire périmé en février 2022. La médecine ne pouvait pas m'aider face aux séquelles des 2 premières. Il fallait faire la 3e. Je ne voulais pas y retourner. Je ne le sentais pas du tout et j'en ai pleuré. Finalement, une infection Covid en janvier 2022 m'a évité la 3e. J'ai eu toute la panoplie de symptômes possibles et en plus une perte de goût et d'odorat, partiellement rétablie 4 ans après. Au fil des mois, l'épuisement était devenu ingérable. Des vertiges, des maux de tête intenses, des troubles visuels, des douleurs au cœur, des essoufflements, des troubles digestifs accentués, des insomnies. Je ne pouvais plus du tout m'entraîner et c'était un calvaire d'aller travailler. Mais je m'accrochais, encore et encore. En juin 2022, lors d'une consultation chez le médecin, j'ai été envoyée aux urgences pour suspicion d'AVC. Maltraitée et méprisée, mes proches n'ont reçu aucune nouvelle pendant plus de 16 heures. L'IRM cérébral réalisé n'a montré que des valeurs dans les limites de la normale. Le compte-rendu mentionnait juste un contexte de fatigue. En novembre 2022, je suis passée par le centre Covid long à Nancy. Le rendez-vous a été désagréable, aucune réponse.
si ce n'est que mes troubles neurologiques ne nécessitaient aucune investigation. Quand j'évoque au médecin de réadaptation l'impossibilité de marcher 200 mètres pour aller chercher mon enfant à la crèche, il me somme de marcher 30 minutes par jour, selon les recommandations de l'OMS. Je suis dépitée et désespérée. En février 2023, grâce à un membre de notre famille, je passe un TEP scan cérébral métabolique à Marseille. Il révèle des hypométabolismes de différentes zones du cerveau, retrouvées typiquement dans le Covid long. Mais la question, c'est pourquoi le moindre petit effort me met dans un état pitoyable, alors qu'avant, je pouvais faire 50 km de VTT. La réponse tombera en avril 2023, en consultant un médecin interniste sur Paris, et le diagnostic d'encéphalomélite myalgique post-injection Covid, aggravé par l'infection Covid, est posé. Pour vous expliquer simplement, c'est une maladie neuro-immunitaire grave qui touche 1 million de personnes en France, mais toujours non reconnue. Elle est incurable, invalidante, caractérisée par un épuisement massif et une intolérance systémique à l'effort, aussi bien physique que cognitive. J'ai aussi été diagnostiquée pour un syndrome d'activation mastocytaire qui peut conduire à des réactions allergiques graves, très graves, voire à la mort. Une hypersensibilité chimique multiple qui oblige à être très vigilant au niveau des traitements médicamenteux. Un Doliprane peut me causer des troubles neurologiques importants. Maintenant, ma vie est très compliquée. J'ai adopté le bâton de marche et le fauteuil roulant si nécessaire pour me déplacer. Fini le VTT, le ski de fond, les treks en montagne avec bivouac sous tente. Pour faire simple, j'ai 30% à peu près d'énergie dans ma batterie au lever le matin et elle baisse vite avec peu d'activité. Le repos allongé sans stimulation entre 3 heures et 6 heures par jour ne suffit pas toujours à faire remonter la batterie. Et au moment où la batterie est vide, c'est le malaise post-effort qui cloue au lit pendant des heures, des jours, des semaines, avec une exacerbation des symptômes et des douleurs indescriptibles. Un peu comme un état de coma, dans un corps qui aurait fait un marathon et ingurgité une bouteille de vodka. Je ne vous le conseille pas. Pour se stabiliser et ne pas s'aggraver surtout, j'utilise le pacing, donc une alternance d'activité et de repos régulier dans la journée. Un régime alimentaire plutôt strict, éviter les substances chimiques, se protéger des ondes électromagnétiques, utiliser les médecines douces pour un peu se soulager et bon nombre de compléments alimentaires. Actuellement, je suis reconnue en invalidité catégorie 2 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% par la MDPH. Une auxiliaire familiale financée par la CAF m'aide au ménage et au linge. Je ne peux pas rester seule une journée avec mon enfant. Heureusement que ma famille est présente. Dernièrement, j'ai eu un retour de ma déclaration pharmacovigilance pour 3 de mes pathologies. Il en ressort des scores élevés en termes d'imputabilité. Pour faire simple, il y a une très forte probabilité pour que les injections expérimentales aient un lien direct avec le développement de mes pathologies actuelles. Ce résultat positif m'amène en ce moment à constituer un dossier avec l'aide de l'association CADGEP, représentée par Elsa Rullière, pour une demande de reconnaissance de maladies professionnelles de manière rétroactive. Certes, j'ai été licenciée pour incapacité à mon poste par mon ancien employeur, mais il faut savoir que les médecins et les employeurs ignorent que les complications liées à la vaccination anti-Covid dans le cadre d'une obligation professionnelle suit la logique générale des accidents du travail ou maladies professionnelles provoquées par les agents biologiques ou les actes de prévention. C'est important de faire valoir ses droits, autant pour soi, car c'est plus intéressant que l'invalidité, et aussi histoire que ça freine les envies de notre gouvernement ou autre instance de santé d'instaurer de nouvelles obligations vaccinales pour les professionnels de santé et assimilés. Pour terminer, le constat est le suivant en France. Bien que nous soyons nombreux à avoir des retours positifs de la pharmacovigilance, qui se charge de monter les données à l'ASNM, donc l'Agence nationale du médicament, celle-ci n'a toujours pas posé d'alarme sur ce produit inefficace, nocif, voire mortel. Aucune reconnaissance de l'État.
Et il est toujours en vigueur dans la dernière campagne de vaccination qui a commencé le 14 octobre 2025. Et tranquillement proposé en même temps que la grippe. C'est un scandale. Une insulte pour les victimes décédées et leurs familles, pour les victimes gravement malades et handicapées et leurs proches aidants. Et que dire de la recommandation faite pour les personnes fragiles et les femmes enceintes? Alors que pendant des décennies, il était formellement déconseillé toute vaccination ou prise de médicaments pendant la grossesse. J'en reviens aussi à mon cas. J'ai allaité mon fils d'1 an quand j'ai reçu les 2 injections. J'ai évidemment posé la question au médecin du vaccinodrome à l'entretien préalable concernant les précautions à prendre par rapport à l'allaitement. Il m'a répondu « Aucun souci, vous pouvez y aller ». J'ai remarqué dès le soir qu'il refusait totalement le sein du côté injecté. Je tirais mon lait, il avait une drôle de couleur, presque verdâtre. Pendant plusieurs mois, ce sein s'est amaigri drastiquement, sans cause médicale reconnue. Quelques semaines après les 2 injections, mon fils a commencé à développer des troubles du comportement à la crèche, puis une immunité diminuée, enchaînant les otites chroniques avec perte d'audition. Et puis vous imaginez les conséquences avec des nounous qui ont porté le masque jusqu'en avril 2022. À l'école, cela a continué. On a vu la psychologue scolaire, l'infirmière de la PMI, et j'en passe. Les conséquences de la période Covid pour le développement de nos enfants ont été ignorées et sont encore niées aujourd'hui. Aujourd'hui, heureusement, mon enfant a de belles améliorations, grâce notamment à des traitements de fond prescrits par un médecin généraliste homéopathe. Mais cela reste fragile. Vous pourrez parler de coïncidence. 5 études scientifiques confirment le passage de l'ARN messager du vaccin dans le lait maternel au cours de la première semaine suivant l'injection. J'espère que l'empoisonnement pour lui a été temporaire, parce que j'aurai toujours ce poids sur le cœur, et je lui demande pardon. Aussi, dans le livre d'Hélène Banoun, La science face au pouvoir, il est évoqué que la FDA, donc c'est la Food Drug Administration, donc c'est l'équivalent de l'ASNM en France, savait que l'ARN messager vaccinal passait dans le placenta et le lait maternel dès février 2021. Donc je vous invite, femmes enceintes ou allaitantes, à vous informer, à poser des questions à vos médecins et injecteurs. Sachez cependant qu'encore aujourd'hui, après plus de 5 ans d'inoculation de ce produit expérimental, aucune nomenclature n'existe. Vous n'avez pas de notice. Donc il est impossible de connaître les risques encourus à court, moyen et long terme pour vous et votre bébé. Je terminerai par nos choix actuels de santé comme de consommation en lien avec le respect du vivant feront le monde de demain. Prenez soin de vous, prenez soin des générations suivantes. Merci à tous. Bonjour à tous, moi c'est Julie, 38 ans, je vis à Lyon, je travaille en pharmacie, maman de 2 enfants, 17 ans et 10 ans. J'étais en pleine santé, sportif, très actif, quand le 10 janvier 2022, ma vie a basculé, 72 heures après ma 3e injection Pfizer. Je suis très fatiguée, je dors beaucoup, j'ai de la fièvre. Dans la nuit, je me réveille en suffoquant, mon visage et ma langue toutes gonflées. Un gros œdème. Je ressens une sensation étrange, comme si tout mon corps était tétanisé, paralysé, surtout tout le côté droit. Hasard ou pas, le côté où j'avais eu mon injection. SOS médecin est venu à la maison. Je suis mise en arrêt de travail 1 semaine, sans vraiment de diagnostic. Juste besoin de repos. Les jours passent, je me rétablis plutôt bien, mais je reprends le boulot quand là, en quelque sorte, je suis prise d'une grosse fatigue, perte de mémoire. Et quelques jours après, je commence à avoir des petites plaques sur le corps, un coup sous le bras, dans le
cou, dans le visage. Chaque jour était différent. Puis fin février 2022, je me réveille un matin avec vraiment des grosses plaques rouges sur tout le corps et surtout cette sensation douloureuse de brûler de l'intérieur. Mon médecin traitant me prend en charge en urgence et me suit de très près. Pendant plus de 2 mois, on essaie plusieurs antihistaminiques, mais rien ne marche. Puis un matin, j'arrive au travail, désespérée, toujours avec mes plaques rouges et mes œdèmes partout sur mon corps. Je vais très mal, mon corps souffre, ma tête lâche. J'ai le feu et des angioëdèmes toujours et encore de partout. Ma responsable, titulaire en pharmacie, comprend tout de suite que là, mon cas devient grave. Elle remue ciel et terre pour que je sois vue en urgence par un allergologue, excusez-moi. Et me voilà 2 heures après, j'étais dans un cabinet d'un des plus grands allergologues de la région lyonnaise, comme je l'ai appelé entre guillemets, un vieux médecin. Ce médecin me regarde et me dit, d'après ce que vous me racontez et d'après ce que je vois, le vaccin est en train de faire de sacrés dégâts. Cet allergologue me prescrit un gros bilan sanguin, recherche d'anticorps, maladie auto-immune, allergie, dédimère. Les analyses partent à Paris. 1 semaine plus tard, les résultats tombent. Et là, on me dit que ce n'est pas bon du tout, que mon cas est urgent, que mon système immunitaire ne fonctionne plus normalement. J'avais des soucis de globules, de plaquettes, tout était désordonné dans les résultats. Cet allergologue me fait un courrier pour me prendre en charge en urgence dans un hôpital lyonnais en allergologie, immunologie. On est fin mai 2022. Je prends rendez-vous, on me donne une date mi-juillet. En attendant, je suis mise sous Telfast, à très forte dose. Puis mes crises urticaires deviennent incontrôlables et ne passent pas. Début juin 2022, je me réveille toute paralysée, de l'urticaire de partout. Mon corps brûle toujours et encore. La douleur est insupportable. Je me rends aux urgences de l'hôpital où je devais être suivie en immunologie, allergologie. Je suis prise en charge, vue par plusieurs médecins. Ils prennent mon cas au sérieux, me mettent sous perfusion et me gardent en observation. Ils font venir un médecin du service allergologie et de là, ils me disent « On avance le rendez-vous dans 2 jours ». Pour la première fois depuis longtemps, je ressens comme un soulagement. Le jour J est arrivé. Je suis prise en charge en allergologie, immunologie. Je suis toujours en crise, toujours souffrante. Mais je me sens enfin vue et comprise après 6 mois de souffrance au quotidien. On me fait une biopsie de la peau qui révèle rien de grave. On met en place un traitement lourd pour l'urticaire, du Xolair. Un traitement que je reçois encore aujourd'hui tous les 15 jours via une pompe sous-cutanée. Je suis hospitalisée plusieurs fois. Je passe plusieurs examens, tests d'allergie alimentaire, tests d'allergie médicamenteuse, mais rien d'anormal. Le diagnostic tombe. Je suis atteinte d'urticaire chronique sévère. Les médecins émettent alors l'hypothèse d'une réaction aux injections Covid. C'est à la fois un soulagement, mais à la fois rempli d'inquiétude pour le futur. J'arrive à obtenir par une interniste une contre-indication vaccinale et un suivi très rapproché en immunologie. Les mois passent, je suis toujours autant fatiguée et en octobre 2023, d'autres symptômes apparaissent. Des douleurs très violentes dans mes jambes, dans mon dos, dans mes hanches, dans mes bras, dans mes mains, toujours fatiguée. Je suis envoyée chez une rhumatologue. Encore des examens à faire. Prise de sang, scanner, IRM, tout s'enchaîne et le verdict tombe. J'ai une polyarthrite rhumatoïde et une suspicion de spondyarthrite ankylosante. De là, on met en place un traitement en biothérapie, pas facile à supporter au quotidien. Donc voilà, à 36 ans, c'est un coup de massue. Aujourd'hui, je marche régulièrement avec une canne. Je vis avec des douleurs au quotidien malgré les traitements que je reçois. Ce sont des douleurs chroniques. Je fais du kiné 1 à 2 fois par semaine. J'ai beau aimer mon travail, mais après de nombreux arrêts, le médecin du travail me met en mi-temps thérapeutique. En septembre 2024, je fais mon dossier MDPH. 2 mois plus tard, un miracle pour Lyon, je reçois l'avis favorable, entre guillemets, d'un statut handicap. Je suis reconnue en catégorie 1, reconnaissance RQTH. Là, c'est encore un gros choc. Je me savais malade, mais de là à obtenir ce statut me bouleverse profondément. J'ai fait aussi un dossier à la pharmacovigilance avec l'aide de Solidéclat.
présent aujourd'hui. J'attends à ce jour toujours un retour de la pharmacovigilance de Lyon. Et comme si tout cela ne suffisait pas, depuis maintenant 2 ans, du jour au lendemain, alors que je n'avais pas de problème, je n'ai plus de règles. Je suis sûrement à moins de 40 ans en ménopause. Photo vaccin, personne ne sait. Je vis avec cette fatigue chronique qui me déclenche des poussées de fièvre et des grosses crises de fatigue au quotidien. Le moindre virus, comme un rhume, me cloue au lit pendant des semaines et des semaines. Et aujourd'hui, si je suis là, devant vous, c'est grâce à la victime que j'ai connue il y a 2 ans. Cette association qui m'a sauvé la vie. Moi qui, il y a 2 ans en arrière, je disais c'est mon dernier anniversaire. J'avais déjà parlé à mes parents de partir, je voulais plus vivre dans la souffrance. Et depuis 1 an, j'ai rencontré toute cette belle famille de victimes et je me suis mis très active dans l'association. Je fais partie aujourd'hui du conseil d'administration parce que venir en aide à ceux et celles qui sont dans le besoin et qui sont dans la détresse, surtout les personnes encore seules à l'heure d'aujourd'hui, ont pris un sens pour moi. Nous nous battons au quotidien pour que nous soyons tous vus, entendus, compris et surtout reconnus par l'État. Quel combat! Je le dis haut et fort, la victime m'a sauvé la vie et toutes ces belles personnes avec. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que je veux remercier tous mes frères et sœurs de combat pour leur soutien et leur force qui sont présents aujourd'hui. Merci à mon parrain de cœur, Alain Maupas, qui traverse aussi des moments pas faciles, mais que j'aime du plus profond de mon cœur. Mélanie, que j'aime aussi vraiment. Et merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Et dernière chose, merci à Laurence de Cher à tout cœur de me permettre de témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Je vais peut-être me rapprocher un peu parce que... Hop là. On y va. Bonjour à tous. Moi, c'est Jean-François Garcia. J'ai 65 ans. J'étais tailleur de pierre. Pardon. Je suis ému. Désolé. Il était un joueur de pétanque. Très bon. Je voulais même jouer à Vierzon. Faire des concours. Et bien sûr, j'ai jamais pris de médicaments ni vaccins. Par contre, je buvais du whisky. Ça, c'est bon, ça. Je me suis fait vacciner le 16 avril 2021. C'était le vaccin AstraZeneca, où justement ce vaccin n'est répertorié nulle part, même pas à l'étranger. Et le 21 mai 2021, je suis rentré en urgence à l'hôpital Lyon Sud. J'ai reçu plusieurs massages cardiaques. Ils ont annoncé à mon épouse une légionellose. C'est bizarre quand même. Hein. Et suivi d'un coma de 1 mois et demi. Donc j'ai fait beaucoup de rêves, n'importe lesquels, mais j'ai fait beaucoup de rêves. Pendant celui-ci, les docteurs ont demandé à mon épouse si elle voulait vivre avec un tronc, c'est-à-dire sans les jambes et sans les mains. Ma femme a été séchée carrément. Hein. Je ne savais même pas quoi dire. Donc elle a dit, bien sûr que je vais vivre avec un homme, t'en fous, elle était mon épouse, et voilà quoi. Donc, après, j'ai eu une dernière opération, c'est-à-dire que j'étais dans le sens de la mort, une dernière opération de la stomie. Parce que c'est la dernière opération que pouvaient me faire les chirurgiens. Sinon, après, c'était direction la mort, quoi. Voilà. J'étais décidé pour ça, normalement. Mais, je me suis réveillé. Mais par contre, horreur, des mains noires, des pieds noirs, nécrosés carrément. Là, j'ai eu peur, j'ai dit franchement, Léon. Et donc, du coup, ils m'ont demandé si je voulais me faire amputer des membres. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit oui, faites une amputation. Mais bon, je ne me rendais pas compte parce que j'étais encore dans l'état comateux à peu près. Donc, j'ai dit oui. Donc, voilà, opération, donc à Edouard Herriot, opéré des 4 membres. Et j'ai eu la chance d'avoir
d'avoir un chirurgien, tiens, je te donne ma feuille, et d'avoir un chirurgien, c'est-à-dire le docteur Gazarian, chirurgien de Gazarian, très bon chirurgien, qui m'a proposé de me faire une main en lambeaux, c'est-à-dire le bec de perroquet, que j'avais ici dans le ventre, nourri par le pouce. Donc c'était une bonne opération qui a été très réussie. Et de là, donc j'ai eu la main et j'ai pu prendre une fourchette, je peux faire ce que je veux, quoi. Et ensuite, bien sûr, je suis arrivé au Maslu, donc pour une rééducation et pour avoir des prothèses pour pouvoir marcher. Et donc je fais la rééducation donc au niveau des bras, bien sûr pour les muscler, au niveau des jambes, parce que je faisais quand même, à la sortie du coma, je faisais 57 kilos, hein, sans les mains, sans les pieds. Hein. Donc j'étais vraiment vidé, hein, carrément. Et donc de là, ils m'ont fabriqué donc les premières prothèses transparentes, où quelque part, pour moi, c'était bénéfique, parce que bon, je pouvais pas marcher encore. Hein. Et donc, j'avais un fauteuil électrique à l'hôpital. Donc, je me baladais avec mon fauteuil électrique. Mais par contre, après, je faisais de la musculation en salle de rééducation. Et en septembre, donc 2021, première mise à pied, c'est-à-dire, en fin de compte, je puis me mettre debout devant un miroir. D'ailleurs, pardon, j'ai pleuré comme un enfant. Comme un enfant. Pardon. Et c'est vrai que c'était très émouvant de me voir debout. Et je me suis dit, si je me mets debout, je peux faire d'autres choses. Et bien sûr, d'autres choses en voyant un peu tout le reste. Et puis après, bon, j'ai fait faire une prothèse. Donc, tu vas voir là, mon couteau. Donc, je fais faire une prothèse pour justement, pour pouvoir couper ma viande. Donc, je la mets comme ça. Et là, je tiens ma fourchette et ma viande. Et je coupe. C'est bien, hein. Mais il a fallu que je gueule pour l'avoir. C'est toujours pareil. Hein. Il vous donne rien sans rien, mais il faut gueuler de toute façon. Hein. Pardon. Non, j'ai pris. J'allais te vous là. La prothèse pour douleur. Donc, oui. Ah oui, j'ai voulu vous dire que je me suis mis debout la première fois, mais par contre, j'ai eu aucune douleur. Pourquoi le comment, j'en sais rien. Mais par contre, c'est peut-être parce que j'ai une force de nature qui est très phénoménale, quoi. Après, je suis sorti de l'hôpital, donc le 22 février 2022, en février 2022, pour faire des nouvelles prothèses chez Autoboc. Je ne sais pas si vous connaissez à Oulin, donc au niveau des prothèses. De là, entre-temps, j'ai demandé à me faire fabriquer, donc je vais là, une prothèse justement pour avoir une béquille. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, je ne vais pas la mettre là, non, mais c'est bon. Où j'ai une prothèse où j'enfile ce gant et puis après j'enquille dans la béquille. Ça, pour pouvoir marcher correctement, pour éviter de perdre l'équilibre. Ça, toujours pareil, c'est que je suis obligé de demander, quoi. Il faut toujours demander de toute façon dans la vie. Hein. Et du coup, ils m'ont fait la prothèse pour le truc, ils m'ont fait les prothèses pour là. Mais par contre, au niveau des prothèses chez Chablose, par contre, l'inconvénient, c'est que j'avais des blessures et des douleurs au niveau des tibias, surtout le tibia gauche. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils me remplacent la coquille, quoi, disons tout, pas le pied complet, mais la coquille au moins. Mais on m'a dit non, monsieur Garcia, non, il faut attendre encore un peu parce que c'est pas le moment de changer à suivre. Bon, je vais attendre. Mais je ne vais pas attendre trop longtemps parce que ça me faisait très mal. Et donc, du coup, j'ai changé de prothésiste. Et là, je suis allé à Rocamore. Et donc, la personne qui me faisait les prothèses chez Chablose me téléphone juste 15 jours après en me disant, monsieur Garcia, il faudrait penser à changer un peu vos prothèses. Hein. Ben, j'ai dit, écoutez, je l'ai déjà fait. Moi, je suis déjà allé voir quelqu'un. Hein. Je n'ai pas besoin de vous pour me dire quand il faut changer. Hein. Donc, je suis allé voir cette personne-là. Mais, prothésiste à Rocamore, toujours le même problème. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu des douleurs au niveau du nerf sciatique. Et donc, du coup, il était obligé de changer carrément de prothèse. Donc, j'ai été carrément en Espagne faire mes prothèses. Vous imaginez? Les Espagnols sont quand même meilleurs quand même hein, pour ça. Hein. Parce qu'il a fallu quand même que j'aille trouve le prothésiste, c'est-à-dire faire des réglages de prothèses. Les deuxièmes prothèses que j'avais, il a essayé de me régler, donc j'avais un petit peu moins mal. Mais par contre, au niveau de celles-ci de prothèses, celles-ci, elles sont superbes. Elles sont superbes.
Je peux marcher avec, je peux marcher avec. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux jouer à la pétanque. Ah ah. Et voilà ma prothèse pétanque. Donc je mets la boule là. Et je joue comme un joueur de pétanque. Ça, c'est bien. C'est vrai que ça me manquait beaucoup, quoi. Et comme en Espagne, donc, on a un parc qui est à côté de l'appartement, donc où on peut jouer à la pétanque tout après-midi complète, quoi, disons. Surtout quand il fait beau, hein, quand il pleut, non. Hein. Il n'y a pas de truc. Donc après, oui, j'étais allé. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que quelque part aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a eu, moi, je peux dire, je le confirme, qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup de personnes. Parce que je n'ai aucun symptôme, j'ai rien comme médicament. J'ai jamais pris de médicament, j'en prenais plus maintenant. J'ai même dit à mon médecin, les prises de sang, les cancers, les machins, je dis, j'en veux pas, vous arrêtez tout. Je dis, moi, je suis perso, je vis ma vie, j'ai envie de vivre ma vie, il y a plein dedans. Donc maintenant, je suis dans le sens où, quelque part, avec mon épouse, on va en Espagne, puis on voyage, vous voyez, on vient à Vierzon en train, on promène, et puis on a tout ce qu'il faut, quoi, disons. Donc, et en Espagne, ça sera pareil, hein. On a tout ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, j'ai fait un choix de ne plus côtoyer le côté médical. Parce que, bon, du côté médical, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais il y a beaucoup plus de mauvais parce que ce qu'ils ont fait, quelque part, moi, j'ai dit toujours, c'est tous des assassins. Que ce soit les médecins, que ce soit les médias, que ce soit le gouvernement. Pour moi, c'est des génocides qu'ils ont fait créer. Voilà. Merci. Nous allons laisser le temps aux personnes qui viennent de témoigner de quitter la scène et nous allons demander aux personnes qui vont témoigner pour la grande famille de bien vouloir s'approcher. Non, mais je vais te laisser. Je vais te présenter. Alors, vous allez donc entendre parler des binômes de la grande famille. Qu'est-ce que la grande famille? Cécile Méchac, qui a lancé le concept l'année dernière aux 2e rencontres citoyennes internationales, va vous expliquer en quoi consistent ces parrainages. Je lui laisse la parole.
Alors, merci à tous et à toutes d'être là. Ma voix ne va pas mieux que ce matin, donc je pousse encore un peu dessus. Donc effectivement, il y a 1 an, j'ai annoncé ici que j'avais c'est ce que j'ai appelé cette petite idée à l'époque, qui est de créer des liens de parrainage entre des personnes publiques ou qui ont accès à un public et des personnes victimes des effets indésirables ou parents de victimes d'effets indésirables, des parents de victimes décédées. Et donc, sur le coup, je ne savais pas du tout ce que ça donnerait. C'était une idée comme ça. Je me suis dit, mais on a toutes ces victimes et les parents des victimes décédées qui se battent pour se faire entendre, se faire reconnaître et faire savoir qu'elles sont là, parce que tout est fait pour les rendre invisibles. Et donc, étant donné que je sais que ces personnes malades, pour beaucoup, ou en peine en tout cas, s'épuisent à se faire entendre, je me suis dit que des personnes publiques ou qui ont accès à un public pouvaient aider à décupler leur voix. Et donc, on a mis des parrainages en place. Et il y a aujourd'hui 40 parrainages. Donc, sur 1 an, il y a 40 parrainages qui sont constitués. Et je voudrais vraiment, vraiment remercier les parrains, les marraines et les victimes qui ont accepté, parce que c'est pas rien aussi de créer un lien avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, etc. C'est pas facile. Il y a des liens très, très forts qui sont créés. Pour tout dire, il y a des parrainages qui ne fonctionnent pas. Donc, sur les 40, je peux peut-être en enlever 2 ou 3 où ça ne fonctionne pas. Mais il y a aussi des parrainages qui fonctionnent vraiment très, très bien et qui vont largement au-delà de tout ce que j'ai imaginé. Donc, moi, ce que j'ai imaginé, c'est des parrains et des marraines qui, de leur côté, parlent de leur filleule à chaque occasion. Mais ce qui se passe, c'est beaucoup plus fort que ça. Et je pense que vraiment là, ce sont les parrains et les marraines qui peuvent en parler. Et les filleuls, bien sûr, mieux que moi, beaucoup mieux que moi. Par contre, ce que je vais encore dire avant de passer le micro, c'est qu'il y a maintenant aussi une chose qui se passe qui était totalement inattendue, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a aussi des victimes qui disent « mais moi, je veux bien être parrainée par telle ou telle personne parce que cette personne a des soucis en justice, par exemple, des médecins qui ont des soucis en justice. Et il y a des victimes qui disent « moi, en tant que victime, je voudrais être la filleule ou le filleul de cette personne-là pour le soutenir dans sa démarche en justice. » Donc, il y a un retournement de situation qui était totalement inattendu et qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. Et ce que je voulais encore dire, c'est que s'il y a parmi vous des gens qui ont accès à un public ou qui sont publics, venez me voir. J'ai un stand à la Grande Famille et on établit des contacts comme ça avec des victimes pour que vous puissiez les parrainer et parler de cette problématique qui est complètement mise sous couvercle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas qui prend la parole premier, mais pour que vous nous parliez un peu des parrainages, comment ça se passe pour vous? Ah oui, ça, je n'ai pas traîné, mais j'ai plus de voix. Ah ouais, je voulais encore dire une chose. Tiens. Quand on est parrain, donc moi, vous savez que je suis d'origine belge. Je suis belge, d'ailleurs. Ouais. Et quand moi, je vous dis aux parrains et aux marraines, quand j'ai dit parler de vos filleuls, il n'y a pas, au bout de la phrase, il n'y a pas une fois. Il n'y a pas ce mot-là, une fois. Parlez-en autant que vous pouvez, autant que vous voulez, et parlez-en souvent, parlez-en beaucoup, dans toutes les circonstances, mais une seule fois, c'est insuffisant. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec un tout petit peu d'humour. Alors, Elsa Ruyère. Alors, moi, je me présente, je suis Elsa Ruyère. J'ai beaucoup lutté contre l'obligation vaccinale, puisque soignant suspendu 2 fois, ça arrive. Et quand Cécile m'a proposé d'être marraine, pour moi, c'était une évidence. D'abord parce que la situation est ignoble, parce qu'on blesse, parce que c'est immonde, parce que le droit à disposer de son corps a été complètement bafoué et que ces personnes-là se retrouvent régulièrement isolées, mal, non comprises, non entendues, encore moins écoutées.
et que le gouvernement en a rien à secouer. Donc, en tant que militante jusqu'au bout des ongles, c'était une évidence pour moi. Donc, je suis la marraine de ce sacré caractère qui s'appelle Rose, que vous pouvez voir sur Facebook sous le pseudo de Rose Sourire. C'est un très très bon duo, on l'avoue maintenant, c'est une certitude. D'abord parce qu'on a le même carafon, ensuite parce qu'elle est soignante dans l'âme. C'est parce que être soignant, c'est une vocation, il faut le savoir, il faut s'en rappeler, il faut bien l'entendre. Et c'est juste une personne hyper lumineuse qui a donné, qui donne à tout le monde, qui donne encore aujourd'hui. Elle n'est pas présente aujourd'hui parce qu'elle ne sait pas se plaindre. Elle dit en permanence, ça va, pour qu'on ne s'inquiète pas, sauf qu'aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine qu'elle est en hypertension artérielle. Je vous sous-titre, il faudrait qu'elle voie un cardio en urgence, sauf que le désert médical et le fait qu'elle soit refusée dans certains hôpitaux de la région lyonnaise, et ben en fait, elle se retrouve au milieu du désert médical, non soignée, non prise en charge. Pour la petite parenthèse, il faut savoir que SOS Médecins n'a pas le droit de prescrire ni d'orienter vers des spécialistes, qui crée une deuxième problématique, c'est que quand le SMUR, vous l'appelez, ben déjà, ça dure une demi-heure, un quart d'heure, vous avez le temps de vous écrouler, il n'y a pas de problème. Pour peu qu'ils ne vous croient pas, ils raccrochent, j'ai déjà vécu. Et derrière, SOS Médecins, donc un vrai docteur, n'a pas le droit de prescrire sans passer par le fameux parcours de soins qui ne permet pas d'aller directement vers un spécialiste. Une autre aberration, je voulais faire une parenthèse parce que ça concerne tout le monde, mais entendez bien que ça vous concerne vous aussi et ça peut vous arriver. Donc, pourquoi marraine? Parce que moi, je travaille dans l'accompagnement de dossiers administratifs, vous avez pu l'entendre de la bouche de certaines victimes que j'accompagne pour qu'ils fassent valoir leurs droits et qu'ils aient le droit à une dignité financière parce qu'ils n'ont déjà plus le droit à rien. Et donc, Rose, je l'accompagne aussi et ouais, et le parrainage, le marrainage, c'est beaucoup plus fort que ça en fait. Comme dit Cécile, elle a créé un petit truc, mais ça la dépasse complètement. En fait, elle a créé un truc qui est juste phénoménal, monumental. Même nous, entre parrains, marraines, on commence à créer du lien à distance. C'est très rigolo, enfin, c'est très intense, c'est très beau. Et c'est la plus belle des énergies que Cécile ait pu nous offrir pour lutter contre cette ombre aberrante. Et donc voilà, donc Rose n'est pas là aujourd'hui, mais elle est là tout le temps. Et elle nous a fait un petit enregistrement pour... parce qu'elle avait décidé de dire ce qu'elle pensait de moi. C'est pas très très propre hein, qu'on se le dise, hein, parce que je suis pas très très gentille quand même, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, donc ma Rose, je sais qu'elle regardera et on l'aime fort et on l'embrasse très fort, elle nous manque, mais la priorité c'est sa santé. Et des déplacements comme ça, il faut bien entendre que ça fatigue. Il faut savoir que tous ceux qui souffrent de spikeopathie, j'en ai marre de dire Covid long en fait, tous ceux qui souffrent de spikeopathie souffrent en premier de fatigue, d'une asthénie monumentale qui ne leur permet pas de faire une activité plus de 20 minutes sans être épuisé. Donc, quand vous croisez quelqu'un qui vous paraît fatigué, n'oubliez pas ça. Ne lui tenez pas le crochoir pendant 20 minutes. Respectez son repos. N'oubliez pas qu'ils doivent se reposer et faites-leur la vaisselle au lieu de les regarder faire. Alors, attention, par contre, il ne faut pas tout leur faire. Et ça, Rose, elle va vous l'expliquer parce qu'elle aime être autonome et c'est indispensable aussi pour la guérison que de rester autonome et pour le moral. Donc, le rôle de parrain, marraine, c'est chacun le voit à sa manière. Et en fait, il faut que ce soit fluide. C'est tout simplement, on apporte ce qu'on a envie d'apporter. Je vais laisser la parole à Rose parce qu'elle a plus de choses à dire. Oui. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know.
à tous, je suis Roselyne Landria, j'ai 49 ans et je suis la filleule d'Elsa Ruyère qui me supporte au quotidien. Je suis victime des effets secondaires de la vaccination. Aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, je ne marche plus du tout. J'ai perdu au niveau de mon bras gauche. J'arrive à me servir de mon bras droit, mais je ne peux plus rien porter avec mes deux mains. Je ne suis pas présente à Vierzon car mon état ne permettait pas de venir. Je suis très très fatiguée et depuis le début de l'année, j'ai enchaîné beaucoup de choses. Lundi, je vais être vue par une cardiologue en urgence. Donc, il va falloir que je tienne le week-end. Mais je suis attristée de ne pas être à côté de ma marraine et de la grande famille. Ce que je peux dire sur le parrainage, c'est que c'est une chose extraordinaire. J'ai une chance folle d'avoir Elsa comme marraine, car j'ai un sacré caractère. Je ne baisse jamais les bras, même dans la douleur. Et malgré mes ça va, Elsa sait si ça va ou pas. C'est une femme exceptionnelle. Et on se ressemble beaucoup. Je sais que tu rougis, Elsa, mais je t'aime très fort et je suis vraiment très fière de t'avoir comme marraine. On pourrait penser qu'une marraine ou un parrain pourrait aider juste, comment dire, pour avancer dans ce combat. Et tout ce qui est documents, tout ce qui est dossier, tout ce qui est... Mais pas que. Il y a vraiment un lien qui s'est créé. On ne parle pas forcément de ce combat tout le temps, mais elle me suit dans... quand j'ai envie de faire des dérapages avec mon fauteuil, quand je veux descendre des escaliers sur les fesses, quand il y a une complicité qui s'est créée et elle me laisse avancer en fait comme je le souhaite. Beaucoup de fois, je me suis dit que j'allais abandonner. Et en fait, le simple fait d'entendre sa voix, c'est juste magnifique. C'est un boomerang. C'est tout de suite... elle a les mots, on rigole pas tout le temps, hein. Elle sait me remettre à ma place quand il le faut. Quand il faut que je lève le pied, quand elle me connaît quasiment par cœur. Merci à Cécile, à Dominique qui m'avait parlé du parrainage aussi. Et pour moi, Elsa fait partie de ma famille. Arrête de rougir, Elsa. En tous les cas, je tenais à tous vous remercier. Je suis sincèrement désolée de ne pas être présente. Mais je suis de tout cœur avec vous. Et j'espère que la prochaine fois, je serai vers vous en meilleure forme. Merci à tous. Merci pour ce parrainage.
et je vous souhaite une magnifique journée. Donc, elle m'a envoyé cet enregistrement hier soir puisqu'elle n'allait pas bien et elle n'avait pas la motivation jusqu'à maintenant. Merci, énormément merci pour la technique d'avoir pu glisser ce message qui est important. Vous pourrez remarquer qu'il y a un très gros bruit derrière parce que je lui ai appris à faire des méditations. Et donc, régulièrement, elle a la prescription de sa marraine que de se passer de la musique pour pouvoir travailler en sonothérapie sur son corps. J'ajouterais, le parrainage, c'est pas qu'une histoire de visibilité, c'est pas qu'une histoire de, comme elle le dit, de faire un dossier, d'aider, d'accompagner, c'est une complicité qui s'installe. Ça nous montre à quel point c'est important d'être les uns et les autres en lien et que l'amour n'a pas de limite à part celle qu'on lui donne. Alors, je m'appelle Aurore, donc je suis victime des injections expérimentales. Je vis dans les Vosges et pour nous, le marrainage a commencé à Castres. Donc, Castres, pendant l'université d'été rassemblante. Donc, pour moi, c'était le premier grand événement, on va dire, humanisant et humanisé, où j'ai pu rencontrer des personnes fantastiques, apprendre énormément de choses pendant les conférences, et puis aussi rencontrer les frères et sœurs de combat, parce que ça, c'est important, ça met du baume au cœur. Donc, on arrivait au dimanche, on avait déjà passé le samedi, le dimanche, et je vais voir la conférence qu'Élodie était en train de faire. Et il y a quelque chose, j'ai été vraiment impressionnée par son positionnement, c'est-à-dire tout son courage et sa détermination à entrer en résistance. Parce que, vous le savez, je pense, elle a fait des faux passes pour protéger ses patients. Et évidemment... Et évidemment, ben, vous vous en doutez bien, il y a eu condamnation. Enfin, ça a été aussi très compliqué de son côté. Et ces mots étaient prenants. Ces mots, en fait, ils invitaient à, ben, voilà, on a constaté qu'il s'est passé ça. Là, on est dans le présent, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec tout ça, quoi? Avec toutes les victimes qu'il y a pu avoir pendant la période Covid, qu'est-ce qu'on va en faire? Et moi, j'ai trouvé que c'était, voilà, ça me parlait et ça me donnait envie de continuer, quoi. Continuer à avancer et puis d'y croire. D'y croire qu'on peut y arriver à être tous reconnus en tant que victimes. Donc, ça a été terminé. Il y a eu une autre conférence et je suis sortie de la salle et en fait, je l'ai rencontré. Et on a échangé, donc forcément, moi, j'étais très émue. Hein, c'était très fort et je lui parlais de mon histoire. Voilà, et je lui dis comme ça, mais tu sais, moi, je voulais pas me faire injecter. Et j'allaitais mon fils à l'époque. Et on a encore échangé un peu. Puis je l'ai regardé, je lui ai dit est-ce que tu voudrais être ma marraine de la grande famille? Et puis bah, elle m'a regardé, je pense qu'elle a peu le temps de réfléchir. Elle m'a dit oui, c'est évident. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et en fait, plus tard, j'ai découvert qu'on avait pas mal de points communs. On a le même âge, à quelques jours près. Nos enfants sont nés la même année, à 3 mois près. Et puis, ben, quand il y a eu cette obligation vaccinale, puisqu'on était toutes les deux dans des métiers, on va dire, d'aidants, eh ben, on allaitait nos enfants. Voilà. Donc, c'est un lien fabuleux et je remercie Cécile hein, parce que c'est vraiment très fort et ça nous rappelle que tous ensemble, on peut faire beaucoup de choses et qu'on a besoin les uns des autres, en fait. Cette société, elle ne veut pas nous montrer ça, mais on a vraiment besoin des uns des autres et de l'amour de tous. Je vais laisser la suite. Ah non, t'es là. Je te fais des blagues. Donc, je suis Élodie, la marraine d'Aurore. Cécile, merci. Je crois que parfois, ce qu'on déploie, on ne s'en rend pas compte, on ne prend pas la mesure
de ce qui nous est proposé, de ce que nous proposons à travers ces propositions. Alors en effet, aux universités, j'étais donc sur scène et merci. Voilà. Et Aurore me cueille en sortant de scène. J'étais complètement toute en flagellation, en train de trembler parce que je pense qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de prendre la parole, c'est un véritable engagement. C'est qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va servir, ce fameux bien commun qui nous anime tous ici, au-delà de nos petites personnes. Qu'est-ce qui va permettre le lien. Je sors de scène, toute tremblante. Éric Loridan était en face de moi, me court après, me saisit, percute. Et puis Aurore fait la suite, me cueille et me raconte son histoire. Et évidemment, déjà dans notre histoire, il y a des liens assez incroyables. Nous sommes nés à 3 jours d'intervalle, ce qui est quand même pas rien. Donc de beaux taureaux en plein potentiel d'action. Moi, ce qui m'a profondément animée depuis le départ de toute cette histoire covidienne et bien au-delà aujourd'hui, c'est évidemment la mise en lien. Comment on fait pour tenir le lien, conserver le lien, le faire perdurer et même le faire fleurir? Et comment on va faire pour se trouver? Comment on va faire pour trouver du sens au-delà de « oui, j'ai fait des faux certificats parce que ce qui m'animait, c'était de pouvoir conserver mon lien professionnel », que les personnes puissent conserver les liens humains, mais comment on va faire pour trouver du sens tous ensemble? Et je me pose ces questions-là, et voilà, Cécile propose cet univers de la grande famille. C'est évident, je crois que si on veut mettre du sens, eh bien, il faut travailler ensemble, tout simplement. Péter les barrières qui, en fait, n'existent pas. Ces barrières, elles sont presque juste imaginaires. On a des potentiels d'être de vrais filous, en fait. Donc, soyons filous et apprenons à sauter les haies, passer dessous, passer à travers. Je crois que c'est loin d'être terminé. Voilà. Merci. Je voulais juste ajouter, mais en fait, dans marrainage, il peut y avoir pèlerinage. Parce qu'on a partagé le pèlerinage Action 200 avec Élodie à Lourdes. Et c'était un grand moment. On a passé des belles journées, des très belles journées. Et on a pensé à vous tous en tant que victimes. On a été brûlés un cierge toutes les deux. Et on a prié pour vous tous. Voilà. Merci. Et juste un dernier élément, c'est que finalement, quand elle me demande d'être sa marraine, eh bien, je lui dis, je ne sais pas qui l'une de l'autre sera la marraine et qui l'une de l'autre est la victime. On est des acteurs de cette santé qui nous est proposée, peu importe la forme qu'elle se propose en nous, en l'instant. Rien n'est défini par avance, rien n'est terminé. Soyons curieux et laissons-nous surprendre de ce qui va se proposer. Tu as rien à dire. Rien à dire, t'as rien à rajouter? Qui prend la suite? Bon. Bonjour, alors moi je me présente, Stéphane Cuvelier. Allez Stéphane. Vas-y Stéphane. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un humoriste fasciste, d'extrême droite, anti-vax, pro-Poutine, pro-Trump, LGBTophobe, qu'est-ce que j'ai encore? Pédophile, Illuminati, j'en oublie. C'est les étiquettes qu'on me met. Et voilà, donc moi je suis le parrain de Mélanie. Mélanie, et sa marraine, c'est Alexandra Orion-Caude, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu le bonheur et l'honneur de dîner. Et quand Cécile m'a demandé ce que je voulais être le parrain d'une victime, je dis, avec grand plaisir, évidemment, j'étais partant. Elle m'a dit, elle a la maladie de Charcot. Je dis, ah ouais, d'accord. J'ai la meilleure, quoi. Moi, j'espérais jouer au tennis avec. C'est un peu foutu. Mais c'était un coup de foudre immédiat. Alors, pourquoi je me permets un petit peu cette dose d'humour? C'est parce que, justement, Mélanie aime ça. Mélanie a pris le contre-pied de sa maladie. Elle s'est dit, je vais en rire. Et évidemment, je l'encourage.
je l'encourage pleinement parce que ces salopards ne l'ont pas eu, paradoxalement. Parce que c'est clair que maintenant, elle ne peut plus bouger. Elle ne peut quasi plus parler. On s'envoie encore des textos. Alors, c'est des textos qu'on se fait qu'elle fait avec ses yeux. Vous connaissez le principe. Je ne sais pas si vous connaissez ceux qui ne connaissent pas. Donc, voilà, c'est avec son œil, elle reste fixée sur une lettre. Et en restant fixée, hop, cette lettre apparaît. Hop, et puis après, avec son œil, son iris, hop, elle va sur une autre lettre. Et elle fait ça plusieurs fois et ça fait des mots. Je peux vous dire que ça prend 3 heures pour dire comment vas-tu. Donc, c'est vraiment un effort surhumain qu'elle fait, mais elle le fait toujours. Et là, elle ne savait pas du tout que j'allais le dire parce que je vous dis, on partage toujours des petits moments ensemble. Je me fous toujours de sa gueule, elle aime bien ça. Et elle m'a envoyé un message. Donc, moi, je lui ai laissé un message évidemment comique parce que je lui ai dit, bah, écoute, je serai à Vierzon pour toi. Comme si j'avais que ça à foutre. Et donc, je lui laisse un petit message en disant, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Puis elle me répond, voilà, elle ne savait pas que je vous lis, hein, elle ne l'a pas fait pour ce soir, hein, c'est vraiment moi je me permets. Elle a répondu, t'es cinglé, j'adore. En tout cas, sois prudent sur la route. Bon, ça, on s'en fout. Alors, elle écrit, la loose d'aller à Vierzon et en plus devoir parler de moi. Dis-leur que je suis casse-couille, qu'on comprend rien à ce que je dis et que je ne sais pas mettre un pied devant l'autre. Comme ça, l'affaire est pliée. Voilà, tout est dit. L'affaire est pliée. Donc, et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai mis son suite expressément pour elle. C'est ce suite qu'elle m'a offert à Noël. Ouais, d'accord. Mais bon, pour lui rendre hommage, j'ai dit, je vais mettre ton truc vilain. Donc, elle m'a offert ça à Noël, un beau cadeau. Donc, je vous dis, j'ai toujours des beaux échanges avec elle. Et puis avec son papa. Et son papa, qui est là, avec moi, qui est là, avec qui je suis depuis le début, c'est quelqu'un extraordinaire qui accompagne sa fille. Et tout le monde accompagne sa fille. Sa meilleure amie, Poulette, ses potes, Sam, Pascal, son frère, Fred, sa maman, Véronique. Et je suis fier, vraiment fier d'être le parrain. J'aurais préféré ne pas être le parrain. On est d'accord. Mais si je l'ai fait, c'est vraiment avec le cœur. Et si je vais jusqu'au bout de l'histoire, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je suis parti avec elle pendant 10 jours en Hollande. Et ça lui a fait un bien fou. Mais malheureusement, la fatigue l'emporte. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là, la feignasse. C'est parce qu'elle est fatiguée. Mais voilà, je lui fais un grand hommage aujourd'hui par l'humour, parce qu'elle sait que derrière tout ça, il y a le cœur, et c'est le plus important. Merci. Donc oui, donc par l'intermédiaire de Mélanie, bon, elle ne peut pas être là malheureusement. Dans le tragique, son compte à rebours de fin de vie est enclenché. Il y a une date. Donc voilà, on va faire avec. Elle l'a pris avec le sourire. Le médecin qu'elle avait en face, il était, on peut dire, sur le cul, parce qu'elle lui a annoncé avec le sourire. Mélanie est souriante, énorme. Et donc, d'avoir rencontré Stéphane, moi je l'appelle mon docteur, parce que quand j'ai le moral dans les chaussettes, moi, Mélanie, eh ben, on regarde ces petites vidéos qu'on a régulièrement, et puis ça nous remet un coup de pied au cul, et puis en avant, on est reparti. Donc, ouais, Stéphane, c'est une personne, mais c'est énorme. C'est énorme, ce qu'il partage, la force qu'il a. C'est venant on n'aurait jamais pensé de ça, un humoriste. Hein? Ouais. Belge en plus. Et belge en plus. Bah Dieu une fois. Bah Dieu une fois. Mais qu'est-ce que c'est bon, on picole tous les deux, nous. Mais bon, c'est... Parce qu'il est venu plusieurs fois à la maison, bien sûr. Et donc, on partage, on trinque. Bon, Mélanie, elle ne peut pas, donc je bois sa dose. On boit sa dose. Donc voilà, donc ça nous rend malade. Enfin, non, fatigué. On est covidé, hein, on est fatigué comme toutes les personnes. Et donc voilà, donc qu'est-ce que c'était? C'était une belle découverte de trouver ce personnage. Si je me permets juste un truc. J'ai oublié, mais c'est important. Vous savez, pour ceux qui le savent, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux.
J'ai partagé beaucoup de vidéos avec Mélanie, des vidéos tendres, des vidéos humoristiques, mais je souligne toujours aussi, par des moments, des petits coups de gueule, je explique qu'elle s'est fait avoir par ce gouvernement de crétins, ces enculés de première, et ça, je le répète très souvent. Et ce qui permet que quand il y a des gens qui regardent ces vidéos, qui sont encore dans le doute, se disent « Ah merde !» Donc effectivement, je pensais que mon tonton, en fait, qui a ça, c'était vrai aussi, alors peut-être. Voilà, ça les fait réfléchir. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux, de partager toutes ces infos, de partager les maximums d'infos, que ce soit de n'importe qui, pas que de moi évidemment, de n'importe qui, les partager au maximum, ce qui permet de vraiment, et je vous le garantis que c'est vrai, j'en suis la preuve, ça ouvre les yeux plus d'une fois. Et donc, continuez à en parler, parce que ça réveille ceux qui se disent « c'est pas possible, ça ne peut pas être le vaccin, c'est impossible ». Mais en le répétant, à un moment donné, eux, ils vont être dans le doute. Et s'ils sont dans le doute, ils vont se poser des questions. Et s'ils se posent des questions, ils vont trouver la réponse très rapidement. Voilà, excuse-moi. Et les quelques mots pour finir. Demain, vous allez le voir. Demain, vous allez le voir. Et ça vous fait oublier tout. Là, c'est génial. C'est un coup de bonheur, mais ça fait du bien. Bah, avec Mélanie, on y a fait des surprises. On a été le voir à Lyon, il ne savait pas et tout. Et il est arrivé sur scène. Ah, un Belge qui ne s'y attendait pas. Pris. On a rigolé, on a bien rigolé. Et donc, voilà. Donc, belle découverte pour Mélanie. Ça l'a peut-être fait tenir plus longtemps aussi parce que, quelque part, avec son humour, ben, ça la faisait voyager aussi et puis tenir dans le temps. Et donc, je le remercie 1000 fois. Je te remercie 1000 fois parce que tu nous as fait découvrir une chose merveilleuse. Donc, avant que j'ai pas chialé, c'est fort. Elle va être contente, ma choupinette, parce que je l'appelle ma choupinette. Elle va dire, voilà. Donc, les jours à venir vont être compliqués, mais on essaie de les prendre avec le sourire parce que sa fin de vie, elle le voyait avec des sketchs. Donc, sans connaître Stéphane, sa cérémonie, elle la voyait avec des sketchs d'humour, de dinguerie, comme elle dit. Eh bien, je m'attends au pire parce qu'elle est en train de faire une stratégie avec son frère. Donc, ça serait une surprise aussi pour moi parce que je ne serais pas au courant. Et donc, voilà. Donc, ça sera un sketch le jour de ses funérailles qui ne sont plus guère loin. Donc, je vous remercie à tous. Je remercie mon Stéphane, mon docteur. Et puis, prenez soin de vous. Profitez de la vie, de tous les moments que vous pouvez attraper, voler par-ci, par-là. Profitez de vos proches. Malgré des fois, si c'est tendu, profitez-en. Mettez un mouchoir sur vos disputes et prenez soin de vous. Merci. En fait, avant une petite pause bien méritée, vous allez entendre Jérémy et Valérie, j'avais un doute. Jérémy et Valérie, donc un autre binôme de la grande famille, voilà, qui vont avoir quelques minutes. Donc c'est une petite surprise, je n'ai pas de fond d'écran. Ouais, on a été rajouté au dernier moment. Donc moi, c'est Jérémy Mercier et j'ai rencontré Cécile Maïchak en vrai la première fois, il y a un peu moins d'un an, à la soirée que Profession Gendarme organisée à Paris. Et elle m'a parlé de ce projet de parrainage et j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir déjà être en contact avec quelqu'un qui est victime d'accident vaccinal et commencer à faire porter la voix de ce genre de personnes, de ces personnes-là, et faire savoir que ce n'est pas des vaccins sûrs et efficaces. Je précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun vaccin sûr et efficace. Hein. Ça ne concerne pas que les vaccins Covid. Petite précision. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Et quelques mois plus tard, vers le mois de mai ou juin, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, Cécile me dit « Jérémy, j'ai trouvé quelqu'un pour toi !» Elle me dit
elle est polonaise comme toi. Bon, alors j'ai un grand-père polonais, on le sait pas avec mon nom de famille, mais voilà. Toi aussi, tu as un grand-père polonais, donc toi, ça se voit. Par contre, ton nom de famille, c'est Djuba. Et donc, j'ai dit, bah ouais, super. Et en plus de ça, il se trouve qu'on a à peine un an d'écart et que, voilà, toi, tu viens de l'Est de la France. Moi, je suis originaire de Nancy. Enfin bref, il y a pas mal de petits points communs comme ça aussi. On n'est pas né à 3 jours d'écart, hein, désolé. On n'a pas allaité nos enfants en même temps. En tout cas, j'ai commencé à faire la connaissance en visio et par téléphone de Valérie. Et on s'est rencontrés la première fois à Montfermeil fin novembre, en coup de vent, avant que j'aille à l'Agora des livres. Et donc, c'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai, et j'en suis ravi. Et voilà, je te laisse continuer. Je te remercie, bonsoir. Déjà, merci à tout le monde d'être là. C'est la première fois pour moi Vierzon, donc je suis ravie d'être là. Alors, c'est vrai que je suis très, 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 très fatiguée. Je devais être beaucoup plus en forme que ça. Et donc, je remercie beaucoup, beaucoup Cécile qui est tout là-bas. En fait, quand on vit des choses hors normes, parce que c'est quand même hors norme ce qu'on a vécu sur tous les plans, en fait, elle nous redonne beaucoup d'espoir dans son projet de parrainage. Il n'y a pas besoin de beaucoup discuter pour pouvoir en fait sortir le positif dans notre merdier covidien. Je ne sais pas comment dire les mots parce qu'en fait, on a tellement de colère en nous, tellement de rage, tellement de... Ça ne se voit pas sur nos visages parce que, vous voyez, je n'ai pas un tempérament de fou non plus. Mais en fait, on pleure beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, on cache aussi beaucoup, beaucoup les choses. L'association, elle a été pour moi un grand, grand soulagement, alors que ce soit à Victime ou la grande famille. Mais en fait, ça m'élève. Et j'ai eu beaucoup de mal à témoigner de ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais été dans les détails. On va approfondir ça étape par étape avec Jérémy, parce que c'est vrai que sur les réseaux, j'y vais au compte-gouttes pour plein de raisons. Et en fait, quand je suis revenue d'Italie l'année dernière, lorsque j'ai témoigné, j'ai jamais reçu autant d'émotions. Enfin, c'était extrêmement poignant. J'ai pensé beaucoup à Mélanie, à toutes les personnes qui devaient être avec nous, et on a été portés, mais vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle puissance. Ça a été extrêmement intense. Et en fait, à mon retour d'Italie, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres 3 livres de Jérémy qui m'ont beaucoup en fait, ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. En fait, il y a aussi sa vision en fait, du Covid que je vous invite à découvrir. Il y a aussi tout un travail sur les... En fait, je fais beaucoup de comment on peut dire, je travaille beaucoup sur moi, en fait, quand on est une maman. Voilà, de rétrospection, merci. Je trouve pas mes mots, désolée. En fait, j'avais écrit en fait quelque chose, mais j'ai beaucoup de complications. Et je voulais d'ailleurs changer chaque handicap. Parler. En fait, quand on a su qu'on devait parler, j'avais proposé à Jérémy de faire diversion comme... Mais je n'y arrive pas. Parce que voilà, on a besoin de rire et on n'arrête pas de pleurer en fait. Et en fait, vous êtes un médicament à vous tout seul. Vous pouvez pas vous imaginer le bien que l'on reçoit quand on vous regarde. On a besoin de ça et on a besoin de sourire. Vous voyez, on sourit même si on a mal, même si on a ci, on a ça. On se plaint pas. On tient debout grâce à vous. Donc, on a besoin d'humour. Bon, malheureusement, voilà, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai écrit plein de choses et j'arrive pas à les sortir. Mais bon. Et sinon, il y a aussi donc Jérémy qui a aussi une certaine touche d'humour dans ses livres. Et ce sont des petits livres faciles à lire qui m'ont beaucoup aidée. Ça parle beaucoup de l'hygiène émotionnelle, de l'alimentation, comme ce livre-là. En fait, moi, j'ai toujours mangé de tout. En fait, depuis toute petite, voilà, j'ai été condensée comme tout le monde. Et en fait, je me rends compte qu'il faut travailler sur soi, beaucoup, qu'il faut travailler son mental pour traverser le plus de choses possible. On traverse tous des étapes assez intenses.
à tous les plans hein, de la vie. Et c'est vrai que ça m'aide, ça me propulse et ça m'élève, quoi. Ça me fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, je viens justement de réussir à m'inscrire à une formation en ligne d'art thérapeute avec option neuropathie. Donc, je me suis dit, en fait, je voulais être ergothérapeute, mais j'ai pas la condition pour reprendre mes études à 43 ans. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que... Mais voilà, je veux être raisonnable et réussir à concrétiser de nouveau quelque chose. Parce que j'ai perdu mon magasin à cause du confinement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enchaînements. Et je dois avouer que voilà, j'ai envie de redémarrer ma vie et d'avancer sereinement, mais étape par étape. Donc, voilà, je suis très contente d'avancer à tes côtés. Merci. Et... Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que j'ai senti une différence entre les premières fois où j'étais au téléphone, où il y avait une grande lassitude, une grande fatigue. Alors, toute la fatigue n'est pas partie. Hein, voilà. Il y a un chemin qui est en train d'être parcouru, mais il n'empêche que je vois une évolution. Et je veux aussi dire que c'est pas parce que quelqu'un a été victime d'un accident vaccinal que c'est foutu, qu'il n'y a pas de solution et que ça va être comme ça jusqu'au bout. C'est certainement pas. Il y a des solutions, ça peut être long, mais n'empêche qu'il peut y avoir une évolution. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et j'en profite aussi parce que ça me passe par la tête. Il y a j'entends des discours, y compris dans la dissidence, qui peuvent avoir tendance à stigmatiser les personnes qui ont été vaccinées, présenter presque comme un peu comme avant des lépreux ou des gens dangereux pour les autres, du simple fait qu'ils ont été vaccinés. Et je pense qu'il faut faire très, très attention à ce genre de discours qui vise, encore une fois, à nous séparer. Il y a vraiment le diviser pour mieux régner qui se met aussi à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel qu'on reste ensemble, vaccinés, non vaccinés, peu importe. Voilà, c'est pas, voilà, peut-être que c'est une erreur qui a été faite à un moment, ou peut-être que la personne n'avait pas forcément le choix non plus. Bon, il y a plein de situations très, très différentes. Et je pense qu'il faut faire très, très attention à ce piège dans lequel certains peuvent tomber aujourd'hui encore. Voilà. Bravo. Alain. Je m'excuse, je vais reprendre la parole quelques secondes parce que j'ai fait un oubli. Là, elle va me battre. Là. Donc oui, moi aussi, je suis parrain. Je suis parrain de ma petite... tellement qu'elle me fait pleurer. De ma petite Julie, là. Voilà, je suis tout neuf. Hein. J'ai encore la peinture qui n'est pas sèche. Hein. Je suis un parrain qui vient de sortir. Et donc, voilà, donc ma petite Julie que vous avez vue, elle a témoigné tout à l'heure, qui galère, la pauvre aussi. Hein. Et donc, voilà, je suis son parrain. Je suis pas terrible, hein. Mais je suis une vieille branche, mais bon, on va le faire. Hein. Je vais t'accompagner aussi, moi. Hein. Je vais perdre une fille, mais je vais en retrouver une autre. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment ça, être marraine ou parrain, et quoi, on doit donner de l'argent, il faut payer. Bon, mis à part Stéphane qui se fait offrir des sweatshirts, il n'y a rien. Et c'est pas du tout, vous l'aurez compris, c'est pas du tout le sens. Toute personne, je le répète, qui est public ou qui a accès à un public peut être parrain ou marraine. L'idée, c'est qu'on communique au sujet de ce qui se passe avec ces effets indésirables. Et donc, si vous avez l'occasion de parler à 10, 20, dans votre commerce, par exemple, c'est très, très bien. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, voilà. Et moi, j'ai une pensée aussi pour mon filleul, Antoine, qui, comme le dit sa maman, aura toujours 30 ans. Et donc, voilà, je suis marraine d'Antoine. Merci pour votre écoute.